Vous, les programmes d'action pour le climat actuels permettent-ils de suffisamment lutter contre ces inégalités de genre? Et je dirais que les programmes actuels, c'est vrai, sont implémentés dans nos différentes sociétés, mais avec le genre qui est toujours considéré comme l'être vulnérable, euh, ces, euh, ces politiques ne sont pas vraiment adaptées au genre et aux populations les plus pauvres dans la planète. Parce que le fait de ne pas accéder aux emplois rémunérés les rend plus vulnérables et les détruit même de leurs droits fondamentaux humains. Parlons des inégalités du genre par rapport au changement climatique. Il faut noter que on ne peut pas, il ne peut pas être vécu de la même façon par les hommes et par les femmes. Parce que chez nous en Afrique, les femmes, c'est elles qui s'occupent de la cuisine, des enfants, cherchent de l'eau, cherchent du bois, la scolarité, etc. Et dans ce contexte-là, les changements climatiques affectent énormément le genre. Par exemple, avoir l'accès à l'eau avec les changements climatiques où les rivières sèchent, où les points d'eau traditionnels tarissent, où les puits et les forages que nous construisons également tarissent, il est question d'aller chercher de l'eau très loin. Alors, le problème se pose déjà en termes de la qualité et de l'accessibilité à l'eau potable. Ça, c'est un point très important qui impacte sur le genre. C'est elle qui va à des milliers de kilomètres, c'est elle qui va se tracasser pour avoir de l'eau. Nous, à la commune ici, par rapport à tous ces aléas-là, par rapport au genre, nous mettons en place des programmes permettant de lutter contre ces inégalités. Nous avons créé au sein de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique la constituante femmes et genre, qui permet de promouvoir de nouvelles aptitudes par rapport au changement climatique. Avec Help Community, nous avons promu l'utilisation des fours à charbon pour lutter contre la déforestation, par exemple. Nous avons également mis sur pied la fabrication et l'usage des foyers améliorés et des sacs cuiseurs. Alors, nous sommes en train d'amener les femmes à la fabrication du charbon écologique pour empêcher qu'elles continuent de couper le bois pour le bois de chauffe, quoi, pour cuisiner. Et je vais conclure rapidement parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. À Doumé, nous sommes en train de mettre en place le concept Doumé Femmes Lumière, qui est un concept innovant et qui permet la formation des femmes à la fabrication de lampes solaires pour essayer de lutter à notre façon contre les changements climatiques. Voilà un peu en ramasser la première question. En tant que mère femme camerounaise et secrétaire générale du REFELA, En tant que secrétaire général du REFELA à Cameroun, insiste et écrit et insiste pour que lors de la constitution des listes des conseillers, qu'on tienne compte du genre et de la jeunesse. Et dans ma commune, je prends l'exemple, j'ai une commune de 25 conseillers et les 30% qui sont accordés au genre sont respectés, à savoir 8 femmes. Et c'est respecté. Et je peux également dire en tant que secrétaire général de FELACAM, on est passé de pratiquement 29 femmes mères titulaires en 2013 à 36 femmes mères titulaires en 2020. On se dit quand même que c'est une,
une, une petite avancée, mais qui est considérable pour nous. Petit à petit, avec la mobilisation des femmes, nous gagnons du terrain. Donc, on est passé de 29 femmes mères titulaires à 36 femmes mères titulaires. Et je crois que dans chaque conseil municipal, on retrouve au moins une femme adjointe. Où il n'y a pas de femme titulaire, il y a une femme adjointe. Ça voudrait dire que chez nous, quand même, en tant que maire, nous faisons des lobbying avec des acteurs comme vous, avec la société civile, avec des ONG. Nous sensibilisons le maximum des femmes pour que nous ayons accès aux postes de décision, pour que notre voix se fasse entendre. Et c'est à ce moment-là que vraiment, véritablement, plus nous serons nombreuses, plus nos voix vont se faire entendre. La crise du Covid-19 affecte les femmes et les hommes de manière différente. Pour la promotion de l'égalité des genres, pendant et après la crise actuelle, peut-elle contribuer à des résultats plus équitables? Oh, je me dis que la pandémie du Covid-19 a bouleversé les habitudes dans le monde depuis près de l'on constate que les priorisations pendant cette crise sont beaucoup plus focalisées sur les hommes au détriment des femmes. Or, c'est la femme qui est appelée à côtoyer tout le monde. C'est la femme qui va au marché pratiquement tous les jours. C'est la femme qui va au champ pour chercher des vivres, pour aller vendre encore tous les jours. C'est la femme qui a les enfants. C'est la femme qui amène les enfants dans les hôpitaux. C'est la femme qui s'occupe, bref, qui est toujours au centre des préoccupations. Mais nous nous rendons compte que pendant la crise du Covid, elle n'a pas été effectivement prise en compte. La lutte contre la pandémie a été faite de façon globale et générale. On a mis les femmes et les hommes au même niveau dans les préventions, mais moi j'aurais pensé et souhaité qu'on mette beaucoup plus d'accent sur les femmes. Et je crois d'emblée qu'il aurait fallu que l'égalité des sexes et des femmes soit essentielle pour traverser ensemble cette pandémie, pour construire un avenir meilleur. Je crois qu'on aurait pris les femmes beaucoup plus en considération et au même titre que les hommes. Parce que si les statistiques sont là, si nous prenons les femmes actives, elles sont moins nombreuses que les hommes. Celles qui travaillent dans les bureaux, qui sont les femmes directeurs, c'est les hommes qui sont nombreux. À ce niveau-là déjà, on n'est pas nombreux. Donc, je crois qu'on aurait dû vraiment respecter cette égalité-là. Et on aurait pratiquement, je propose qu'on aurait permis que les femmes et les jeunes filles soient intégrées au cœur des plans de réponse sanitaire contre le Covid-19. On aurait intégré beaucoup plus de femmes dans la sensibilisation, dans la lutte contre le Covid-19, qu'on aurait également dû mettre dans l'élaboration de politiques et stratégies de relance post-crise. Les femmes et les jeunes ont perdu leurs emplois ou alors n'ont plus quasiment de revenus. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport au Covid. Hi everyone, we must apologize for the bad quality. Pardon pour la qualité de la vidéo. Vers la fin, nous avons eu un petit problème technique. Par chance, nous avons avec nous Madame le maire aujourd'hui et je voulais simplement demander à Madame le maire de conclure peut-être notamment sur la partie de la vidéo qu'on n'a pas pu entendre à cause de la qualité du son.
Il faudrait juste que vous activiez votre micro. Vous nous entendez? Alors, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Non? Non, non. Oui. Okay. Okay. I think we have some issues there. Apologies again. Désolée, je crois qu'on a un petit problème de son. On va peut-être continuer avec notre programme pour l'heure. Ensuite, nous reviendrons vers Madame le maire pour sa conclusion. J'aimerais maintenant donner la parole à Nachi Majo, qui fait partie de l'équipe ECLI Africa sur l'énergie, climat et résilience. Voilà ce sur quoi elle travaille. Elle est point focal pour le genre. Elle travaille au sein de ECLI Africa, donc également, puisqu'elle est manager des alliances stratégiques. Merci beaucoup, Nachi, d'être parmi nous. Vous avez la parole. Vous allez nous parler de pourquoi le genre est si important et pourquoi nous devons nous concentrer sur ce point. Thank you, Tara. Thank you. Merci à tous les participants. Pour ECLI, le genre est essentiel. Ça fait partie de tous les travaux que nous faisons. L'égalité des genres est également inclus dans la vision stratégique d'ECLI. Il est bien connu que les groupes les plus vulnérables, en particulier les femmes, sont déjà impactés, et ce sera le cas d'autant plus à l'avenir par le changement climatique. L'une des choses que le programme sur le genre requiert, c'est des actions via la promotion d'égalité des genres. Et c'est d'autant plus important à l'aune de la COVID-19, puisque cela a amplifié les inégalités auxquelles sont confrontées les femmes et auxquelles elles étaient déjà confrontées avant même la crise. Nous reconnaissons que les femmes étaient déjà en train de travailler sur la priorisation de l'égalité des hommes et des femmes. Les ODD sont une opportunité de planifier une stratégie, en particulier en se concentrant sur la parité homme-femme pour la relance après la COVID-19. Quand on travaille avec les villes, au sein de ECLI, avec tous les programmes et les projets, nous savons que l'égalité doit être un objectif à part entière. Et donc, la parité doit être incluse au sein des différents projets urbains et ils ne doivent pas être gérés de manière marginale, séparément ou après coup. En tant que ECLI Africa, nous avons une feuille de route très claire sur la manière dont les villes peuvent inclure le genre et atteindre la parité. Cela peut être fait via l'inclusion de données désagrégées sur les genres et des statistiques sur le genre dans différents programmes. La facilitation également au processus de participation pour une meilleure égalité pour les hommes et les femmes, avec des sièges attribués à des femmes et à des hommes pour améliorer l'égalité hommes-femmes. Voilà simplement quelques-uns des exemples d'actions qui peuvent être mises en œuvre. Il y a beaucoup de mesures très tangibles que l'on peut mettre en œuvre pour améliorer la parité. Enfin, j'aimerais également dire que dans les programmes et clés qui se concentrent sur le genre, au point de vue institutionnel et sur la gouvernance, eh bien, nous sommes fiers d'annoncer la création de ECLI Africa Women's Lead. Donc, Women's Leader Lead. Donc, pour garantir nos engagements en matière de parité hommes-femmes au plus haut niveau des villes, la Ligue des femmes leaders ECLI Africa visera à mettre en relation des femmes, des leaders partout sur le continent africain.
afin de fournir des conseils en matière de leadership des femmes. Il y aura un comité qui est composé de plusieurs maires de villes, de capitales partout en Afrique, et la Ligue des femmes abordera des actions, des mesures et des politiques pour un avenir durable pour l'Afrique. Donc, en guise de conclusion, Weekly Africa est très actif sur l'inclusion du genre et la parité dans le cadre de sa vision stratégique, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Et le travail sur l'égalité est vraiment au cœur des différents projets sur lesquels nous travaillons avec les villes. Et maintenant, avec le lancement de la Ligue des femmes ICLI Africa, le genre et la parité sera encore plus mis en avant au sein de nos villes. Merci. Merci beaucoup. Merci, Nachi. Je crois qu'il faut que nous travaillions ensemble afin que le genre soit vraiment une de nos priorités. Et je vais maintenant donner la parole à Fleur Newman. Je vais donner la parole à Fleur Newman, qui dirige l'unité Action Empowerment pour ACE. Elle travaille également sur les questions de genre et de la jeunesse à la CCNUCC. Elle est point focal pour le genre et point focal pour les femmes au sein du secrétariat de la CCNUCC. Malheureusement, Fleur n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais nous avons eu la chance de l'interviewer et d'enregistrer son intervention un peu plus tôt. Et elle aborde les processus de changement climatique et comment cela s'articule avec les CDN. Donc, Fleur, vous avez la parole. Quels sont les objectifs du plan d'action pour l'égalité entre les sexes de la CCNUCC qui courait pour 2017-2019 et quels ont été les résultats de ce plan depuis qu'il a été adopté? Alors, tout d'abord, merci pour la question. Le plan d'action pour l'égalité entre les sexes de 2017 à 2019 était le premier en son genre. Il me semble qu'il y a un problème avec le son. Je crois qu'on va devoir arrêter la vidéo et la remettre en route. Of the UNFCCC's Gender Action Plan that was for the year 2017 to 2019. Quels sont les objectifs quels étaient les objectifs du plan d'action pour l'égalité entre les sexes de la CNUCC qui courait pour 2017 et 2019? Alors, merci pour la question. Le plan d'action pour l'égalité entre les sexes de 2017-2019 était le premier en son genre sous l'égide de la CCNUCC. Il capitalisait sur les travaux du groupe de travail sur les questions de genre de Lima, le premier en 2014 et un autre en 2016. Et le but général, et d'ailleurs, ces objectifs ont été mis en avant dans le plan d'action actuel, mais le but général était d'améliorer la compréhension et la connaissance des mesures liées au changement climatique, adaptées aux besoins des femmes, la parité hommes-femmes, et la participation entière, égale et fructueuse dans le processus de la CNUCC via des activités organisées autour de 5 domaines de priorité. Ces priorités ont été identifiées comme critiques afin d'accélérer la mise en œuvre des mesures et des politiques liées au changement climatique adaptées aux besoins des femmes. À partir des 60 décisions précédentes que les parties avaient prises dans le cadre de la CCNUCC sur ce qu'elles voulaient
atteindre. Donc, le plan d'action pour l'égalité contre les sexes fournissait des méthodes. Et ces mêmes priorités ont été également portées parce qu'on s'est rendu compte qu'elles étaient assez justes sur ce sur quoi elles se concentraient. Eh bien, elles étaient donc assez justes et dans le plan d'action renforcé pour l'égalité entre les sexes adopté lors de la COP25. Donc, il y avait le renforcement des capacités, la gestion des connaissances et la communication, l'équilibre entre les sexes, la participation des femmes dans les positions de leadership, et ce domaine reste d'ailleurs un champ sur lequel nous devons particulièrement nous concentrer dans ce processus. La cohérence également entre les différents processus de la CCNUCC via l'adaptation, l'atténuation, le financement, le renforcement des capacités, mais également au niveau de l'ONU, pour nous assurer que ce qui est fait en matière de climat et de parité dans le cadre de la CCNUCC est soutenu et trouve une caisse de résonance au sein de l'ONU. La quatrième, c'est la mise en œuvre et les moyens de mise en œuvre adaptés aux besoins des femmes dans ce contexte, à savoir les moyens de mise en œuvre, le financement, le renforcement des capacités, le transfert et le développement technologique. Et le suivi et le reporting, c'est le cinquième pilier sur lequel le processus s'appuie. Le reporting, les pays font, ou plutôt rendent des comptes sur leurs efforts en matière d'atténuation et d'adaptation, et donc c'est un élément essentiel. Alors, pour ce qui est de la troisième, ou plutôt la deuxième partie de la question, des résultats, alors, on a observé une augmentation du nombre de pays qui cherchent activement à inclure les questions de parité dans les CDM et dans leurs plans d'adaptation nationaux. Et quant à savoir si c'est le fruit du plan d'action pour l'égalité entre les femmes, c'est assez dur à dire. Mais cependant, ces 5 dernières années, on a constaté un changement dans la manière dont les pays perçoivent les politiques et les mesures climatiques adaptées aux femmes. Non seulement pour ce qui est lié aux droits, bien entendu, mais il y a une question de droit des femmes, mais ce qui est un aspect inhérent, bien entendu, mais ils prennent de plus en plus compte du fait que cela influe sur l'efficacité des politiques et des mesures climatiques. D'accord ? Super, donc il y a eu de vrais progrès et c'est la parfaite transition pour nous. Pour ma prochaine question, vous avez parlé du comment et de la méthode. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus sur le processus nationaux et internationaux et comment ils peuvent mieux soutenir les CDN, donc les contributions déterminées au niveau des pays, adaptées aux besoins des femmes? Alors, il faut tout d'abord de la sensibilisation et du renforcement des capacités. Ça, c'est toujours en cours. Continuer, du moins. Ceux qui travaillent sur les questions climatiques comprennent pourquoi la parité est pertinente. Et ça, c'est nécessaire. Mais également, ceux qui travaillent sur la parité et l'autonomisation des femmes, il faut qu'ils comprennent qu'il est essentiel de travailler également sur les politiques et les mesures climatiques. Donc, la sensibilisation et le renforcement des capacités doivent être faits à tout niveau, non seulement au niveau international, mais également au niveau international, local et régional. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut faire du plaidoyer pour un soutien interne en faveur de la contribution des femmes et des associations sur le terrain, car ces associations travaillent depuis des décennies sur la parité homme-femme, mais aussi les actions au niveau local sur le changement climatique. Et elles ont une expertise, ces associations, et des connaissances, et ça c'est précieux, surtout à l'heure où nous cherchons de nouvelles solutions et des solutions différentes au changement climatique. Le troisième domaine, c'est l'amélioration de la coordination et au sein des mécanismes et des institutions pour nous assurer qu'il y a une intégration verticale et horizontale qui soit systématique. Cela ne doit pas dépendre des décisions politiques, ou peut-être au début, mais pas à long terme du moins. Donc il faut vraiment que ce soit intégré au sein des institutions. Mais à nouveau, il doit y avoir une meilleure coordination entre ce qui est fait au niveau national et local. Et il faut également qu'il y ait les ressources adéquates. Donc, bien entendu, dans les ressources provenant de financement climatique, mais également des budgets nationaux. Et donc, les budgets liés aux questions des genres s'appliquent aussi au travail lié au climat.
D'accord, très bien. Je crois que pour s'assurer que cela se réalise, il faut une vraie action sur le terrain. Et vous avez d'ailleurs mentionné l'intégration horizontale et verticale. Vous avez également mentionné le budget. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu le type de mesures que les villes peuvent prendre afin de contribuer à l'atteinte des objectifs mondiaux en matière de parité, notamment dans le cadre des actions liées à l'atténuation et à l'adaptation? Oui, c'est une chose de savoir ce que l'on veut, c'en est une autre de le concrétiser. Je crois que les villes sont en position parfaite pour faire le pont entre les actions et les mesures climatiques au niveau national et au niveau local. Les gens vivent et travaillent en ville, donc il y a une vraie opportunité d'inspirer les gens pour qu'ils opèrent les changements nécessaires. D'ailleurs, on a vu pendant la crise sanitaire de la COVID-19 que les gens peuvent se révéler en temps de crise et être à la hauteur des défis auxquels ils sont confrontés et prendre des mesures collectives au niveau des communautés qui n'auraient peut-être pas été prises par le passé. Et on a vu ça partout dans le monde. Et on a observé ça partout en Afrique et dans le monde. Et les villes doivent en particulier, et surtout cette année, parce que les pays sont en train de réviser les CDN, mais de toute façon, c'est un processus continu, donc ça doit être fait tout le temps. Mais en particulier cette année, les villes doivent s'impliquer activement dans un processus de planification climatique dans le cadre de la Convention et de l'accord de Paris. Donc les CDN, les plans d'adaptation nationaux, les stratégies long terme, et fournir aux citoyens de tous horizons des opportunités de participer à ces processus. Les villes ont les infrastructures et la manière dont elles sont organisées a tendance à offrir un espace plus facile pour l'expression des citoyens que les processus gouvernementaux. Par ailleurs, les villes sont l'endroit parfait pour incuber l'innovation, les solutions radicales nécessaires pour faire face à l'urgence climatique. Je crois qu'il y a un problème de connexion. Malheureusement, nous allons devoir arrêter la vidéo ici, mais c'était très intéressant d'entendre ce que Fleur Newman avait à dire, en particulier lié à la sensibilisation et au renforcement des capacités à tout niveau. Le besoin de renforcer les structures institutionnelles et comment intégrer de manière pleine et effective au niveau horizontal et vertical la parole à l'une de nos participantes aujourd'hui, Julia Massy. Elle est spécialiste des questions urbaines. Elle est responsable du programme mondial Cities for Women à l'Alliance des villes, la Cities Alliance. Nous sommes ravis que vous soyez parmi nous aujourd'hui, Julia. Nous avons hâte d'entendre ce que vous avez à nous dire pour cette session. Bienvenue. Merci beaucoup, Tara. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Julia. Alors, pour commencer, je vais commencer avec ma première question pour vous. On a entendu parler de l'importance du genre au niveau international. Planification urbaine pour le changement climatique. Alors, merci pour cette question. Chez Cities Alliance, on a un programme complet, global, sur les villes pour les femmes. Nous sommes convaincus que les villes qui sont plus sensibles au renforcement des capacités et aux questions des capacités, des femmes plutôt, sont plus en faveur du climat, notamment si on regarde le transport public, le métro, notamment. Malheureusement, il y a certaines villes qui ont tendance à se concentrer surtout sur des lignes qui permettent aux hommes de prendre les transports, alors qu'en fait, ce sont surtout les femmes qui pendant leur trajet, elles font de petits trajets. Donc, de manière générale, les transports publics ne sont pas élaborés pour les besoins des femmes. Il faut que les besoins des femmes soient plus adaptés aux femmes. Et d'ailleurs, si c'était le cas, on aurait plus d'usagers des transports publics. Il faut améliorer de manière générale
la mobilité. Les villes travaillent de plus en plus sur la mobilité pour le travail. Les femmes se sentent en insécurité, en situation d'insécurité dans les transports publics, dans beaucoup de villes, malheureusement. Donc, les villes ne s'adaptent pas assez aux femmes. Donc, il faut travailler sur des politiques qui encouragent les femmes à plus travailler et à plus se sentir en sécurité. Plus travailler, ce sera essentiel pour une politique liée au changement climatique. Nous savons que les femmes produisent jusqu'à 20% de la nourriture et de manière générale, elles sont propriétaires de petites parcelles de terre, mais dans beaucoup de pays, elles n'ont pas accès à la propriété et elles ne peuvent pas non plus emprunter de l'argent. Donc, ce sont des conditions qui limitent les capacités des femmes pour pouvoir diriger leur petite ferme de manière efficace. Par ailleurs, cela engendre encore plus de déforestation. Les femmes sont les plus actives et les plus présentes dans le secteur informel de la vente de nourriture, donc sur les marchés. Et ce sont alimentaire européenne, il faut inclure plus les femmes, ainsi les systèmes alimentaires seront plus directs et plus durables. On peut continuer même avec l'éducation, l'accès également à la santé reproductive et si on autonomise les femmes et qu'on investit dans les femmes pour les services destinés aux femmes, eh bien, nous pourrons réduire la croissance démographique. Bien entendu, la démographie, c'est un aspect important du changement climatique. Donc, autonomiser les femmes, ça signifie également une croissance démographique peut-être un peu moins importante. Ça, c'est un exemple. Mais on peut continuer avec le secteur de l'énergie, la consommation de l'énergie. L'énergie pour cuisiner. Et on a besoin d'une énergie plus propre pour l'environnement et pour tous. Et ça continue. Et je crois que la planification urbaine, c'est ce que nous faisons. Cela peut donner une approche holistique à ces secteurs, ces différents secteurs, pour identifier quelles sont les implications du genre en matière de développement au niveau des villes, mais également en matière de changement climatique, afin de nous assurer que nous avons une approche intégrative, une approche inclusive, et qui inclut tous les acteurs au niveau des villes dans la planification. Donc, pour répondre à votre question, c'est essentiel. C'est essentiel de prendre en compte la question du genre dans la planification urbaine. Oui, et de la même manière que le changement climatique et la planification du changement climatique à différents niveaux au sein des villes est essentielle et qu'elle doit... Oui, nous nous rendons compte à l'heure actuelle que nous sommes dans une période tout à fait particulière en 2020 et à l'aune de la crise de la COVID-19 actuelle, quelles approches et mesures sensibles au genre peuvent être prises à l'heure actuelle dans cette crise, mais plus tard également pendant la relance après la COVID-19 et comment est-ce que cela s'articule avec une résilience climatique? Alors tout d'abord, j'aimerais vous dire que le changement climatique est une crise qui a été faite par les hommes et donc il nous faut impérativement une réponse collaborative et grâce à notre travail au sein des villes partout dans le monde, nous le voyons, les femmes sont les plus vulnérables au changement climatique et aux risques liés au changement climatique. C'est également le cas pour la COVID-19 qui n'a fait que rendre plus visibles encore les inégalités hommes-femmes. Les impacts économiques sont les femmes qui sont le plus représentées dans les secteurs informels, donc elles sont plus exposées. La violence domestique également qui paraît très éloignée de la réalité, mais cela a augmenté à cause souvent des... les violences domestiques augmentent en période de catastrophe naturelle, mais également pendant la COVID-19. Et les femmes sont celles qui, pour 80% des foyers, vont chercher l'eau. Donc, quand on parle des ressources, les femmes sont les plus impactées, mais les femmes sont également en première ligne du combat contre le changement climatique et contre la COVID-19, parce qu'elles ont parfois
Afrique qui sont des femmes et qui prennent à bras le corps la question du changement climatique. Donc, on a besoin de plus de femmes dans des postes de décision. Nous devons les soutenir. Et comme nous l'avons dit, il faut avoir plus d'expérience et d'expertise en matière de questions de genre dans la planification, notamment la planification urbaine et climatique. Il faut également des systèmes de mentorat. En Tunisie, c'est le cas. Il y a c'est une démocratie et ils ont besoin de structures pour soutenir les femmes. Il faut une planification qui soit participative au niveau des villes. On a chez la City Alliance, on a mis en place un cadre holistique qui combine les données quantitatives et qualitatives pour analyser le niveau d'implication des femmes des villes et au niveau national, et nous soutenons également les initiatives menées par des femmes pour meilleure résilience. Et nous avons plusieurs programmes que nous soutenons en Afrique, mais également au Bangladesh. Donc, ce sont des initiatives qui sont menées par des femmes pour la sensibilisation. Pour ce qui est de la COVID, chez City Alliance, on est très impliqué dans les réponses à court terme. Nous nous concentrons sur les pays où nous avons une présence comme la Tunisie, le Libéria, l'Ouganda. Nous travaillons sur la distribution d'équipements médicaux, mais nous travaillons également, comme toujours, avec les communautés, les dirigeants des communautés pour la distribution d'équipements médicaux. Nous élaborons des femmes avec un espace pour leur période menstruelle, avec plus d'intimité. Nous savons que les femmes ont un rôle essentiel pour arrêter la propagation du virus et donc nous travaillons constamment avec les communautés, nous travaillons avec les radios, avec les chaînes de télé pour les sensibiliser autant que possible. Et bien entendu, nous avons un plan à long terme pour l'après-Covid et les femmes doivent être au centre de ce plan. Il y a des fonds pour l'après-Covid, il y a différentes initiatives et ensemble, nous devons faire du plaidoyer afin de nous assurer que les femmes soient au cœur des actions pour le plan de relance. Nous travaillons en Gambie, en Ouganda à nouveau, en Tunisie également et au Bangladesh pour développer et analyser et évaluer l'impact de la COVID-19, quelles sont les priorités en matière de parité hommes-femmes dans ces endroits, dans ces pays, et nous faisons la planification en fonction de cela. Voilà, plus ou moins ce que nous faisons et ce que nous pensons que nous devrions faire. Donc, le leadership, le renforcement des capacités, avec une vision à court terme et à long terme qui mettent au cœur des préoccupations les femmes. Merci, je vois que nous avons déjà beaucoup de questions. Merci, Julia. J'ai hâte de passer à la session de questions-réponses avec vous. Sans plus. La directrice de Search Africa pour nous parler. Donc, Nazrine est directrice exécutive de Search Africa et j'aimerais savoir ce que vous pensez des données et comment les données peuvent améliorer la communication dans le cadre de la planification municipale. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Nous entendons. Maintenant, nous nous entendons. Parfait. Alors, je crois qu'il y a 4 aspects distincts. Tout d'abord, il faut s'appuyer sur la science pour vulgariser nos connaissances afin que tout le monde, quelle que soit la région et le secteur dans lequel ils évoluent, comprennent les informations. Lorsqu'il y a des informations, la manière dont on le dit, la manière à qui on fait
parvenir cette information. C'est essentiel que quand on parle du changement climatique, que l'on arrive à attirer l'attention des gens et que ce soit adapté à leur contexte. Chaque région, chaque tribu a sa propre vision des rôles des différents des hommes et des femmes. Donc, il est essentiel de prendre cela en compte et de prendre les particularités de chacun. Vous avez un message à donner aux agriculteurs en Afrique de l'Ouest, par exemple. Il est essentiel que vous élaboriez ce message en ce sens. Donc, la sensibilisation et le plaidoyer sont nécessaires, mais il faut le faire de manière personnalisée, vous assurer que le message est bien reçu. En Afrique, il faut renforcer les stratégies. Il faut inclure les stratégies et dans ce contexte, il faut raconter des histoires parce que les gens se souviennent des histoires. Des récits tragiques, mais également des récits positifs. Par ailleurs, il faut impérativement avoir une communication nos pays pour la biodiversité et pour l'humanité. Donc, il faut sensibiliser tout le monde avec des mécanismes de communication en temps de crise. Il faut impérativement que la communication en temps de crise soit incluse dans les stratégies parce que nous devons pouvoir changer les choses. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous faisons chez Clé Africa, c'est vrai qu'il faut raconter des choses et des choses qui parlent aux gens et parler de choses concrètes afin que les gens puissent comprendre ce dont nous parlons. Des choses qui touchent les gens. J'aimerais maintenant vous demander comment, à votre avis, les dirigeants des villes à l'avenir, en particulier les plus jeunes, comment est-ce qu'ils peuvent travailler en collaborant pour assurer la résilience des villes au changement climatique? La confiance est importante parce que les gouvernements ont des filtres et il faut impérativement instaurer un sentiment de confiance et des alliances pour faire avancer nos problématiques. Les dirigeants doivent tenir leurs promesses et améliorer le développement et la qualité de vie de la population. Une fois qu'il y aura cette confiance, alors on pourra commencer à collaborer avec tous les différents secteurs. Par ailleurs, il faut un leadership. Beaucoup de dirigeants, les dirigeants des villes, doivent créer des possibilités pour les jeunes, pour qu'ils aient des postes importants, pour qu'ils aient un rôle important. Nous ne voulons pas être juste marginalisés. Nous devons avoir des rôles importants pour avoir un impact dans la lutte contre le changement climatique. Donc, nous le savons, nous devons changer la structure de nos gouvernements. C'est une chance de réévaluer la situation. Je ne peux que insister sur l'accès aux ressources. C'est essentiel pour le développement et pour le développement de la jeunesse. Nous devons soit le moteur du développement et de l'innovation. Il faut du leadership, des ressources pour les jeunes
Je crois que ce sera le socle de la collaboration. Merci beaucoup. Nous le savons, par rapport au changement climatique, nous sommes tous impactés, tout comme la crise de la COVID-19, la pandémie à laquelle nous sommes confrontés. Nous sommes tous impactés et il faut collaborer et nous avons tous un rôle à jouer. Alors merci beaucoup de nous avoir parlé de ces 3 composantes qui sont essentielles pour permettre une meilleure collaboration entre différents partenaires. Merci beaucoup Nasrin. Et j'aimerais maintenant vous montrer une vidéo. J'ai eu l'honneur de interviewer Gifty Nadi, directrice régionale adjointe pour l'Afrique au C40 du Climate Leadership Group. Je l'ai interviewée un peu plus tôt cette semaine. Elle avait beaucoup de choses à dire. Malheureusement, elle ne pouvait pas être présente aujourd'hui pour tout le webinaire. Donc, nous avons une vidéo à vous montrer. J'espère que la technologie sera avec nous. S'il y a un problème avec la vidéo, alors nous avons beaucoup de questions qui nous ont été posées dans l'espace de discussion, donc nous pourrons passer à cela. On va commencer donc avec la vidéo. Si cela ne fonctionne pas, eh bien, nous passerons à la session de questions-réponses directement. Bonjour, merci d'être parmi nous pour cet entretien préenregistré. Alors, la première question que je voulais vous poser, c'est pourquoi est-il important que les villes se concentrent sur la parité? Merci beaucoup de m'avoir invité à ce webinaire. Travailler sur l'égalité de manière générale pour créer un environnement plus sûr et plus inclusif. Alors, pour ce qui est de la parité homme-femme, cela inclut les différents rôles, opportunités pour hommes et femmes, et les différents thèmes et services qui sont pertinents pour les femmes et les hommes. Déjà, la sûreté et la mobilité, par exemple, la violence dans la sphère publique, les responsabilités au sein des foyers, la représentation politique, la représentation sociale. Des hommes-femmes. Merci. Alors, pour développer ce que vous venez de dire, qu'est-ce que, à votre avis, cela implique de prendre des décisions sensibles au genre dans le cadre de politique, dans la recherche et dans les mesures liées au changement climatique? Alors, les politiques climatiques abordent la notion d'accès aux services, aux ressources, aux infrastructures dans de nombreux domaines. À titre d'exemple, l'accès au logement, à l'énergie, au transport, à des services de gestion des déchets, ainsi que des systèmes de réduction des risques liés aux catastrophes naturelles. Donc, les politiques et les décisions climatiques qui prennent en compte les besoins des femmes politiques qui soient inclusives et justes. Et cela doit être l'objectif. Et il doit être remis en question et envisagé comme une transformation des processus et des modèles actuels qui ne font que perpétuer l'injustice et l'inégalité. Oui, la planification climatique et la réponse au changement climatique et l'élaboration de mesures doivent inclure tous les secteurs et tous les acteurs, en particulier au sein des villes. Et il en va de même pour la planification de la réponse à la crise de la COVID-19 actuelle d'ailleurs. Et à cet égard, est-ce que vous pourriez nous parler de certaines mesures et approches sensibles au genre qui peuvent être prises dès maintenant, pendant la crise, et plus tard, dans le contexte de la pandémie? Donc, après la pandémie, et comment cela s'articule avec le renforcement de la résilience face au climat? Alors, je crois que cette pandémie nous a montré, et a montré d'ailleurs au monde entier, qu'il y a des inégalités. Elles ont été exacerbées d'ailleurs, et elles sont d'autant plus visibles, que ce soit lié à la question du genre, c'est également passé avec les catastrophes naturelles qui se sont produites
en réponse au dérèglement climatique. Cela a une fois de plus démontré d'ailleurs que les populations les plus vulnérables, en particulier les inéquités entre hommes et femmes. Ce que nous avons vu et ce que nous avons observé au cours de cette pandémie, en particulier dans l'hémisphère sud, c'est que l'impact est disproportionné entre les femmes et les hommes, notamment pour les femmes qui ne sont pas rémunérées pour s'occuper des enfants. Il y a également la question des violences domestiques. Comme vous le savez, les points faibles des systèmes de soins en Afrique ont de la même manière exposé les populations les plus vulnérables. Donc, vraiment, cette pandémie, elle a affecté les femmes de manière disproportionnée par rapport aux hommes, en particulier dans leur vie active. À titre d'exemple, il y a des travailleurs informels à Addis Abeba, où je suis basée. Il y a de nombreux foyers qui ne laissent plus rentrer chez eux les travailleurs informels, comme c'était le cas par le passé, parce qu'ils ne veulent pas être exposés au virus. Donc, ce sont souvent des femmes, ces travailleurs informels, et donc ça engendre une perte de revenus pour ces femmes. Les femmes également, qui sont à la tête d'entreprises ou de commerces de petite taille, du manque d'accès à certains espaces liés au confinement. Et d'ailleurs, partout sur le continent, on observe l'impact de ces inégalités à nouveau. Les inégalités de genre, de race et de manière générale de la manière dont la situation impacte la vie des gens. Je crois qu'il est important, au même titre que le genre doit être inclus dans la planification des villes, le genre, les questions liées au genre doivent être incluses dans les mesures et les politiques climatiques. On doit inclure les questions d'égalité des sexes dans les mesures de reprise, de la relance de leadership, comme ce que l'on est en train d'essayer de faire pour les mesures liées au climat au niveau des villes. À cet égard, j'ai plusieurs exemples. L'initiative Les femmes pour le climat, donc Women for Climate, du C40. Un peu plus tôt cette année, il y a un programme de mentorat pour les femmes qui a été lancé à Freetown. C'est d'ailleurs une femme qui dirige la ville de Freetown, tout comme à Addis Abeba. Et il s'agit d'un programme de mentorat qui autonomise les femmes à des postes de leadership pour qu'elles deviennent des mentors pour des plus jeunes femmes dans différents secteurs sur les questions liées au développement durable et au changement climatique. Donc, de la même manière que pour la crise de la COVID-19, il faut un leadership qui soit inclusif ou formel, ait accès à la santé, ait accès au dépistage de la maladie, etc. Il faut également travailler sur les données désagrégées pour que les politiques soient plus justes et inclusives et bien alimentées en données et que l'on utilise les bons termes également pour que ces politiques soient aussi efficaces que possible et qu'elles prennent en compte tous les besoins de chacun et de chacune. Un budget sensible au genre est également essentiel dans ce domaine, au même titre qu'il est essentiel que les mesures liées au climat prennent en compte les besoins des femmes. Pour la protection des femmes et des enfants, pour améliorer l'égalité sur le marché du travail, c'est essentiel également à mon sens, car il y a tellement de gens qui sont au chômage. Donc voilà quelques exemples. Et à l'heure actuelle, nous discutons au niveau des maires avec les C40, puisqu'il existe un groupe de travail du C40. Et ce groupe de travail a récemment publié un rapport sur une reprise verte et juste. La région Afrique est représentée par Madame le maire Aki Sawyer de Freetown. Et elle a fait un travail formidable pour vraiment mettre en valeur le leadership au niveau des villes et dans la manière dont elle travaille avec le gouvernement national. Et elle travaille sur les problématiques qui affectent les femmes à la base sur le terrain. Donc, vraiment, elle fait un travail incroyable. Excellent, merci beaucoup. J'ai eu l'honneur de rencontrer Madame le maire Aki Sawyer et c'est vrai que c'est une femme incroyable. Elle a fait un travail admirable, en très peu de temps d'ailleurs. C'est une vraie source d'inspiration pour nous tous, notamment pour son travail à Freetown. Merci beaucoup de vos commentaires. Je ne sais pas s'il y a autre chose que vous aimeriez ajouter pour conclure. Alors non, enfin, je voulais simplement parler de certains exemples du programme de mentorat qui pourraient vous intéresser. Vous savez, le programme de mentorat que j'ai mentionné. Donc, c'est un programme qui réunit 17 mentors et mentorés qui travaillent sur le changement climatique et le développement durable dans les villes, dans le secteur privé ou des entrepreneurs, etc. Et
ça a été vraiment intéressant de voir comment ce groupe de femmes, à la fois à Addis Abeba et à Freetown, a pu se réorienter et se Donc, dans ce groupe de femmes, il y en a qui travaillent sur la gestion des déchets avec les masques qui jonchent les rues et des enfants qui sont là et qui n'ont pas forcément d'espace où jouer et on les retrouve à jouer, ces enfants, dans la rue avec ces masques. Et donc, des choses qui sont en lien avec l'environnement, mais également avec la Covid-19. Elle se penche sur la question des femmes, des enfants et comment ils peuvent être impliqués dans le nettoyage des espaces, comment les sensibiliser également aux questions environnementales. Donc, ça a vraiment été intéressant de voir comment elles ont dû travailler sur des projets différents de ceux qu'elles avaient en tête à cause de la Covid-19, mais elles ont essayé de trouver une utilité à leur travail tout en se concentrant sur l'environnement. Et elles ont pris en compte le contexte de la Covid-19 et se sont adaptées et réorientées vers une reprise verte. Merci beaucoup, merci. Merci à l'équipe technique qui travaille pour s'assurer que les vidéos à ceux d'entre vous qui ont des questions, je crois que la maire de Doumé est à nouveau parmi nous. Et d'ailleurs, il y a une question de Jimmy Omal qui nous vient tout droit d'Ouganda. La question est la suivante. Les femmes ont l'impression qu'il y a des discriminations de genre et qu'il faut un système plus inclusif qui prenne en compte leurs rêves d'action sur le changement climatique. Et il y a beaucoup d'inégalités au niveau des communautés. Quel plan existe pour améliorer la vie des femmes et gérer ces hauts niveaux d'inégalité pour les femmes au sein des communautés? Alors, j'ai déjà merci de me passer la parole. Dans les communautés, vous savez que nos sociétés sont hiérarchisées chez nous en Afrique. Alors, active déjà aussi. Et pour qu'on se retrouve généralement, on a créé ce qu'on appelle le réseau des femmes. Donc, moi, je suis la présidente, nous sommes près de 6000 femmes et elles sont organisées par antenne et par village. Pour parler des changements climatiques, nous commençons par nous parler entre nous, les présidentes d'antenne, elles sont 36, lesquelles présidentes d'antenne vont relayer sur le terrain aux différentes associations et qui vont permettre à ce que nous soyons au même niveau d'information et au même moment. S'agissant maintenant de la structuration de ma commune, administrativement, je fais tout pour que nous soyons la parité entre hommes et femmes soit respectée. La preuve, pour l'exécutif que nous sommes, je suis le maire titulaire plus 2 adjoints hommes. Le secrétaire général est une dame. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, pratiquement une dizaine. Ça fait que quand moi-même je prêche pas l'exemple, quand moi-même je montre la voie à suivre,
alors les autres dames, les autres femmes le font également. J'ai tout le temps travaillé avec mes chefs de village pour se parler, pour leur montrer le bien fondé de prendre en compte le genre qui est la femme, ainsi de suite. Et petit à petit, je me rends compte que les solutions sont là et je me rends compte et ça fait que chaque fois que même les chefs veulent s'adresser à la population, on intègre les femmes, on appelle les femmes et les femmes sont consultées. Je crois pour ma part, étant une commune forestière, que nous avons travaillé beaucoup dans le changement climatique parce que les femmes rurales le vivent et le ressentent vraiment. Les saisons sèches sont plus longues, les feux de brousse dévastent tout, il n'y a pas d'eau, les rivières tarissent, et elles se l'approprient vite également. Ce que nous devons faire, c'est comme on dit les précédentes intervenantes, c'est de continuer dans la sensibilisation, dans l'autonomisation de la femme, dans l'élaboration des stratégies politiques régionales et locales d'insertion des femmes dans la prise de décision. Et ce n'est qu'à ce moment-là que les femmes, étant elles-mêmes actrices, vont amener les autres dans le sens purement positif. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci beaucoup, Madame le maire. Effectivement, vous avez répondu à ma question. Merci. Et j'aimerais également dire que nous avons une question tout à fait pertinente qui nous provient de Turkey Bernard. Bernard, j'espère avoir bien prononcé votre nom. Il ou elle parle de l'équilibre homme-femme. Est-ce qu'il y a des informations sur la prévention? Je crois que cette question est liée à la manière dont on peut s'attaquer à la violence genrée. Oui. Et la prévention. Oui, il y a la prévention, il y a un travail en amont, étant donné que c'est l'homme au masculin qui est généralement au début de tout. Quand je convoque des réunions, nous les faisons. Il y a des réunions que nous tenons avec les hommes pour qu'on se parle, pour qu'on se comprenne et qu'ensemble nous trouvons la bonne stratégie. Donc, il y a un travail de prévention. Il y a un travail de prévention en amont. Il faut dire que par rapport au changement climatique, quand nous parlons de déforestation, les textes déjà camerounais, les textes de loi interdisent la coupe sauvage, le braconnage, ainsi de suite. Ça fait que nous basant sur ces textes et maintenant avec l'approche qui est la nôtre, nous attelons à prévenir les feux de brousse, à prévenir d'autres catastrophes. Seulement, la pandémie du Covid est venue nous montrer d'autres façons de faire et qu'à l'avenir, nous devrons vivre avec. C'est-à-dire que pensez toujours qu'à tout moment, il peut y avoir une catastrophe qui est au-dessus de nous et il faille déjà commencer
à la prévenir dès à présent. Et la prévenir dès à présent, c'est sensibiliser la femme qui est au centre de tout. La sensibiliser des comportements nouveaux, des habitudes nouvelles, des aptitudes nouveaux également et des façons de faire également nouveaux. Et ça, nous sommes en train de le faire. Actuellement, nous sommes en plein en train de le faire. Et vous avez vu, moi j'ai vu par exemple chez moi, avant même qu'on ne sorte les masques, parce que nous avons sensibilisé beaucoup le confinement, tu voyais une maman qui mettait son bébé au dos et qui le couvrait avec le pagne. C'est-à-dire que tu voyais seulement l'enfant peut respirer. C'est un travail de longue haleine. Et les élus locaux que nous sommes, nous les femmes, nous nous attelons à le faire tous les jours. Comme j'ai coutume de le dire, le maire que je suis sensibilise partout et en tout temps. Dès lors que j'ai un petit espace, il s'agit de sensibiliser en même temps les hommes, surtout les hommes, et en même temps les femmes. Encore que la femme est de nature réceptive. Dès qu'on lui a appris l'État. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Madame le maire. Merci. J'aimerais maintenant poser une question à Julia Massé. Fleming pose la question suivante. Merci de vos présentations, c'était très intéressant. J'aimerais comprendre ce qui est fait pour augmenter les eaux urbaines qui prennent en compte la question du genre. Est-ce qu'il y a des fonds, des interventions qui rendent la chose plus facile pour les municipalités, en particulier dans le sud, pour financer les infrastructures sensibles au genre de manière efficace? Julia, votre micro n'est pas activé. Alors, nous travaillons sur des budgets se concentrent sur leur budget pour prioriser les interventions qui ont une composante sur le genre. Et pour les villes, comme je l'ai dit, nous soutenons les initiatives à la base sur le terrain. Donc avec des ONG, on travaille toujours avec les constituantes, avec les associations créées à la base. Pour ce qui est des budgets sensibles au genre, c'est quelque chose qui doit être regardé au niveau local et national, mais international et multilatéral au niveau de l'Europe, de l'Union européenne notamment. Ils ont des propres pas de l'argent sur la question des genres et l'inclusion du genre dans les politiques. Je crois qu'on n'arrivera jamais à nous attaquer à ce problème, à savoir les inégalités de genre structurelles. Donc nous devons impérativement mettre des ressources. Donc l'aspect financier, les financements sont essentiels. Merci beaucoup, je suis tout à fait d'accord avec vous. La semaine dernière, ou plutôt au précédent webinaire, nous avons parlé de c'était, à vrai dire, pour certains financements assez pertinents pour la question des genres. J'aimerais maintenant poser une question aux différents membres du panel. Julia, puisque vous êtes avec nous, j'ai une question pour vous. Quel est le lien entre le genre et le développement durable? On le connaît, ce lien, mais comment est-ce qu'on peut rendre ce lien plus visible, cette relation? Alors, comme je l'ai dit un peu plus tôt, les certifications notamment,
Ça signifie, comme je l'ai dit, qu'il y a un problème lié à la production alimentaire. Donc la production alimentaire, c'est lié au fait que les femmes n'ont pas accès à la propriété foncière. Quand on parle de la violence, on a de plus en plus de tensions au sein des foyers après une catastrophe naturelle, c'est toujours le cas, et la COVID-19 n'est pas une exception. Donc il faut prévenir ces chocs et en même temps soutenir les plus vulnérables pour qu'ils soient plus résilients aux chocs et aux chocs climatiques. Et donc, crise. Et ce type de problème, notamment la violence domestique. Pour l'énergie, il faut investir dans l'énergie propre. Et cela améliorera la santé des femmes qui travaillent à la maison, mais de manière générale, on utilise de plus en plus de l'énergie propre dans les foyers. Mais je crois que clairement, le lien, il n'est pas évident, mais il est là. Et quel que soit le secteur que touche le changement climatique. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Merci, Julia. Nazrine. Les femmes apportent et ont apporté lors de la pandémie de la COVID-19 et il faudrait qu'il en soit de même pour le combat contre le changement climatique. Alors, est-ce que vous avez des exemples de la manière dont les jeunes prennent à bras le corps la crise actuelle ou, ou des exemples de jeunes qui s'attaquent au changement climatique? Alors, je crois que l'année dernière, il y a eu une augmentation et fédérée. C'est quelque chose que l'on voit. Mais par ailleurs, il faut plus inclure les jeunes et les leaders de jeunes, en particulier en temps de crise. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, il ne s'agit pas uniquement de donner des postes importants à ces jeunes, il s'agit également de leur donner des ressources, les ressources adéquates pour qu'ils soient en mesure qu'ils veulent mettre en place ne sont pas suivies pour un manque de ressources notamment. Donc, on doit être en mesure de fournir aux jeunes les ressources. Et avec la période de la COVID-19, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui travaillent dans différents secteurs de l'économie. Et ils ont arrêté leur travail et ils ont commencé à faire du travail de bénévole pour répondre aux besoins de base, de première nécessité. Donc, je crois que les jeunes ont un vrai rôle à jouer. Merci beaucoup, Nasrine. Je crois qu'il y a également un commentaire qui a été fait dans l'espace de discussion qui est très pertinent et j'aimerais le lire à toutes et à tous. C'est Bertha Cheroro qui l'a écrit. Je ne sais pas d'où Bertha vient, mais elle dit qu'il est vrai que lorsque nous renforçons l'autonomie des femmes et que nous sensibilisons à l'égalité des sexes, les avantages connexes des politiques sensibles à la dimension de genre garantissent que tout le monde puisse en profiter et que toute la nation, tout le pays bénéficie des politiques sensibles à la dimension de genre et au climat d'intégration. Et au climat plutôt. Et donc il faut une meilleure intégration de ces questions parce que c'est bénéfique à toutes et à tous. Mais vous pourriez
commenter ce qui a été dit lors de ce webinaire. Merci Tara, merci à tous les membres du panel. Je vous ai écouté et je dois avouer que j'ai beaucoup appris cet après-midi de tous les membres du panel et même en lisant les commentaires dans l'espace de discussion, toutes les informations qui ont été fournies, c'était très intéressant. Il y a plusieurs choses qui m'ont vraiment frappé. Tout d'abord, j'ai entendu beaucoup de personnes qui ont fait référence au besoin de continuer le renforcement des capacités et la sensibilisation. Ça, c'est essentiel. Mais je sais également que ce webinaire et le titre, c'était notamment comment passer de la théorie à l'action. Donc, je sais que chacun des membres du panel a essayé de parler de la concrétisation des actions. La maire de Doumé l'a dit, il faut parler avec des gens à tout niveau, au plus haut niveau, pour trouver des solutions pour les plus vulnérables, notamment les femmes dans les cités, dans les villes. Je crois que c'était une vraie source d'information et une source d'inspiration. Nazrine a également parlé du besoin de communiquer sur les questions de genre. J'aime également ce qui a été dit sur la relation de confiance à instaurer. Je crois qu'il faut surmonter certains obstacles liés au genre. Et je crois que pour ce faire, il faut créer ce lien de confiance entre les communautés et les gouvernements. Et je crois que c'est essentiel. Par ailleurs, quelqu'un a également parlé des financements, des ressources également. Je crois qu'il faut qu'il y ait des actions, des mesures qui s'attaquent aux inégalités. Que les actions, les mesures sont à l'échelle et qu'elles atteignent ceux qui en ont le plus besoin. Donc, il faut regarder les systèmes financiers au sein des villes, mais également entre les villes et entre les gouvernements, avec les agences internationales. Il y a d'ailleurs eu une question sur la manière dont le genre peut être incorporé dans différents mécanismes de financement. Et je sais que le GEF, Global Environment Facility, et ils prennent en compte le genre dans leur financement, dans leur mécanisme de financement. Donc, je crois que la sensibilisation, ce sera toujours essentiel. Mais ce qui m'a paru vraiment rafraîchissant et revigorant dans cette présentation et dans ce panel, c'est que les ressources sont essentielles et les mécanismes structurels sont essentiels pour s'assurer qu'il y a un accès au financement et aux bonnes structures pour des actions du changement climatique qui soient sensibles au genre. Par ailleurs, j'ai été très frappée par un commentaire sur les héros de la COVID-19. Des femmes au sein des foyers. Souvent, ce travail, il est non rémunéré ou est peu considéré, et je crois que ça a été plus visible dernièrement, et je crois qu'il en va de même pour les responsabilités au sein des foyers, mais également dans la lutte contre le changement climatique. Farah, vous avez la parole. Merci Megan. C'était un excellent résumé des discussions d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de vous être rejoints à nous. Je suis tout à fait d'accord avec Megan, j'ai beaucoup appris aujourd'hui grâce à vous. Nous aimerions également vous donner les dates de nos prochains webinaires. Ça pourrait vous intéresser. Ce sera en août sur la localisation des ODD et des leçons tirées de l'Afrique du Sud. Le 4 août, on aura également les solutions basées sur la nature, les opportunités et les défis pour les villes africaines, le 11 août. Le 18 août, cartographie des bénéfices de la nature, l'utilisation des données spatiales webinaire sur les systèmes de communication efficaces et les leçons à tirer pour répondre aux pandémies
et aux désastres naturels et aux catastrophes naturelles. Il y a également des ressources, des liens qui sont ici. Ils vous seront très utiles. N'hésitez pas à aller sur ces sites internet. À toutes et à tous, merci de vous être joints à nous pour ce webinaire. Nous espérons que vous nous rejoindrez à nouveau à d'autres webinaires. C'était simplement pour vous dire également à tous les membres du panel, merci infiniment d'avoir pris du temps pour nous adresser la parole lors de ce webinaire et bonne journée à toutes et à tous. Merci.